santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition décalée pour cause donc des prolongations du match Mali-Guinée équatoriale. Les titres à présent, le taux de contamination à la Covid-19 est en baisse au Togo, faisant ainsi retomber la pression de fin d'année. Mais le respect des mesures barrières et la vaccination restent toujours en vigueur. Et puis l'information est tombée depuis hier. Les victimes des inondations de 2021 au Togo recevront un soutien du gouvernement. Ce sera à travers une opération de transfert monétaire à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Après l'assistance alimentaire, le gouvernement togolais met désormais de l'argent à la disposition des sinistrés des inondations de l'année dernière. Et c'est à travers l'opération transfert monétaire. Et l'opération a été lancée hier à Atchamé, dans le canton d'Agouegan. Issa Karuna et Ulrich Amiga pour le compte rendu. À tour de rôle, chacun passe pour son enveloppe. C'est l'opération assistance monétaire aux sinistrés qui démarre ici à Atchamé, dans les lacs. Au cours du premier semestre de l'année 2021, ces populations avaient subi les affres des intempéries. Cette assistance est un vrai soulagement. Nous avons eu des inondations qui ont affecté les habitations, les terres agricoles et ont fait même déplacer nos populations. Donc, nous voudrons, au nom de la population d'Atchamé, dire un sincère merci et nous demandons aux autorités de nous accompagner, de nous assister à chaque fois qu'on aura besoin d'eux. Chaque ménage bénéficie ainsi d'une somme de 60 000 francs CFA pour subvenir à ses besoins. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a exhorté les bénéficiaires à une bonne gestion de l'enveloppe. Je voudrais, au nom du président de la République et du gouvernement et de nos populations bénéficiaires, dire un sincère merci au PAM. Nous avons profité de notre présence pour dire à nos populations cette enveloppe doit être utilisée à bon escient. Je dis Dieu merci, il n'y a plus de collage à payer. Mais il faudrait que le chef du ménage fasse bon usage. Ça peut être les produits pharmaceutiques, ça peut être les habits des enfants. Il faudrait que cet argent aille dans ce sens-là. C'est la deuxième phase de l'opération d'assistance aux sinistrés après les kits alimentaires. En appuyant cette opération, le programme alimentaire mondial vise deux impacts. Qu'ils puissent consommer des aliments en bonne qualité pour rester en bonne santé et en bonne nutrition. Mais cette deuxième phase, ça leur permet de reconstituer leur vie, de commencer à être résilients à ce genre de crise. Le plus important, c'est que ces bénéficiaires, ces personnes-là puissent se prendre en charge dans l'avenir. Pour cette opération, le gouvernement togolais et le PAM ont mobilisé près de 347 millions de francs CFA. Elle couvre les régions des savanes, de la Kara et Maritime. La APLUSIA, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et Infractions Assimilées, est toujours dans la mobilisation collective contre ces fléaux ciblés qui freinent le développement du pays. Et l'institution vient de boucler dans les savanes sa tournée nationale en vue de favoriser son perfectionnement. L'objectif est de renforcer l'institution pour une lutte efficace et collective contre ces fléaux. Depuis Dapan, la correspondance de Gérard Lagoudou. La Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées APLUSIA, toujours engagée à éveiller les consciences pour le développement du Togo au profit de tous. Au-delà des différentes activités de sensibilisation menées, l'heure est à la présentation et l'enrichissement de la version dite provisoire de la stratégie nationale avec les acteurs régionaux des savanes. Finalité, disposer d'une stratégie nationale à même de prévenir et de lutter efficacement contre ce fléau qui freine le développement sur tous les plans.
nous pourrons vaincre le mal de la corruption dans notre pays et nous aurons de plus en plus de ressources pour réaliser la feuille de route 2020-2025. Et à l'horizon 2030, nous ambitionnons de sortir notre pays de la catégorie des pays pauvres pour intégrer celle des pays émergents. Parce que la corruption fait disparaître les ressources nécessaires à la réalisation des services sociaux de base. Ici à Dapaon, les différents acteurs clés de la région des Savanes ont eu droit à la présentation de la version provisoire de la dite stratégie en vue de susciter leur participation à la perfection de cet outil capital qui servira désormais de guide dans cette lutte censée être collective. C'est peut-être faire des propositions pour que dans l'éducation à la citoyenneté, la lutte contre la corruption soit un élément majeur. Il faut que les apprenants, dès le bas âge, sachent ce que c'est que la corruption, comment elle se manifeste, quelles sont ses conséquences négatives sur le vécu quotidien de chaque citoyen. Je crois que ce faisant, nous pourrons amener tout le monde à contribuer à la lutte contre la corruption. Les présents travaux viennent boucler une série de campagnes de sensibilisation dans les différentes régions du pays. Et la région des Savanes a battu le record d'adhésion avec 103,75% de participation sur 81,65% taux à l'échelle nationale. Santé à présent avec la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 qui était ce mercredi après-midi face à la presse pour partager les dernières informations sur la gestion de la pandémie au Togo. Elle a annoncé que le pays est dans une phase de décrue avec un taux de positivité revenu à 6% après les flambées du mois de décembre et de début janvier. Le reportage est signé Clarisse Atikle. Des cas de contamination en décroissance. C'est ce que note cette semaine la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19. Il est en effet relevé 316 cas de contamination, alors que les 3 dernières semaines affichaient respectivement 1398, 2591 et 3142 cas. Les cas de décès vont également décroissant. On a relevé 3 cette semaine contre 9 précédemment. Le taux de positivité avant le mois de décembre, disons à mi-décembre, était de moins de 1%. Et ce taux de positivité est passé à 26,8% en fin décembre, début janvier, pour actuellement revenir autour de 6%. Tout ceci explique que nous sommes dans une phase de décrue. Cela ne signifie pas que c'est la fin de la pandémie dans notre pays. Donc nous devons faire attention. La vigilance doit être de mise plus qu'à jamais. Et cela doit se traduire par le respect toujours scrupuleux des mesures barrières, des mesures restrictives et également aussi par une adhésion toujours massive à la campagne de vaccination en cours. Plus de 2 millions de doses de vaccins ont été déjà administrées. Le Togo continue de recevoir des lots de différents vaccins pour la poursuite de la campagne. Elle est récemment élargie aux enfants de 12 à 17 ans, dont plus de 3 000 ont déjà reçu leur première dose et 12 leur deuxième dose. Plus de 95% des décès, c'est des non-vaccinés et bien sûr aussi avec des comorbidités. Ce qui explique de façon indirecte aussi l'efficacité du vaccin. Pour la coordination, la courbe des contaminations doit complètement descendre en vue d'une reprise effective et totale des activités. Et la clé pour y arriver reste l'immunité collective, ajoutée au respect des mesures barrières. Et à ce jour du mercredi 26 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 421.
49 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 31 558. 278 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 4 596 et le nombre de décès est de 267. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Calafi Sarl est une société spécialisée dans le secteur agricole, apporte sa contribution au développement de l'agriculture togolaise. Elle met ainsi à disposition des acteurs du domaine des tracteurs, broyeurs de souches et charrues à disque rotatives en vue de leur faciliter le travail et booster ainsi l'économie du pays. Gisèle Kozona, Ulrich Amega. Ces équipements modernes ici exposés sont des apports de Calafi Sarl pour la modernisation du secteur agricole togolais. Des accessoires mis à la disposition des producteurs togolais par cette société spécialisée dans le secteur agricole en vue de leur alléger la tâche et assurer une productivité de qualité. Au-delà de 3 hectares, le travail manuel est très pénible. Donc il faut mécaniser progressivement. Donc la raison pour laquelle nous sommes en train de faire venir ces tracteurs pour pouvoir les mettre à la disposition des producteurs sous forme de location, pour pouvoir vraiment labourer et aménager les terres. Une vision qui répond bien à l'axe 2 du plan national de développement décliné dans la feuille de route 2021-2025 du gouvernement, la modernisation du secteur agricole. Nous voulons vraiment appuyer l'action du gouvernement qui a été impulsée par le chef de l'État, Faure Eswazina Assimé, pour pouvoir vraiment les accompagner les paysans, accompagner les jeunes, le genre, parce que ce que nous faisons, nous ne formons pas que seulement les jeunes et les garçons, mais nous formons aussi les filles au maniement. Comme programme ambitieux, Calafi Sarl veut œuvrer pour le retour volontaire des jeunes à la terre. La société prévoit d'autres équipements modernes au monde agricole togolais pour une amélioration significative des rendements agricoles. Et depuis hier, c'est le parc automobile de la Société de transport de Lomé-Sotral qui s'est agrandi. 22 bus neufs ont été réceptionnés et même testés par le public, parmi lesquels on retrouvait les membres du gouvernement. Nombreux sont donc les Togolais qui empruntent chaque jour les bus de la Sotral, quitte pour se rendre sur le lieu de travail, quitte pour aller à l'école. Accessible de par son coût, ce moyen de transport est privilégié par une frange de la population. Quels sont alors les avantages que les usagers en tirent et quelles seront les nouveautés que vont apporter les nouveaux bus? Sandra Agbotier et Marie-Ange Bida nous répondent. Différentes destinations ralliées au quotidien. 12 000 personnes desservies chaque jour pour un tarif social de 350 francs pour les transports urbains, 150 francs CFA pour les transports étudiants. La Société des transports de Lomé-Sotral fait des heureux au sein de la population. Avec Sotral, nous faisons des économies. Cela nous aide. La panne des bus nous a beaucoup embêtés en ces temps de Covid-19. Nous sommes très contents pour ces nouveaux bus. Nous allons pouvoir continuer nos activités tranquillement. Pour les personnes qui sont vraiment loin, c'est vraiment difficile. Plusieurs personnes n'arrivent vraiment pas à venir au cours à cause de ce problème de transport-là. Il y a des personnes qui viennent juste une fois ou ils viennent juste à certains cours spécifiques, je peux dire ainsi. Mais maintenant, avec les bus qui sont dans leur localité, je suis sûre qu'elles pourront venir à l'école sans problème. Nouveaux bus, nouvelles opportunités pour certaines localités. Elles sont désormais prises en compte. Nous allons ouvrir d'autres lignes supplémentaires, notamment la ligne Legbasito pour les étudiants. Et puis sur le réseau ordinaire, réouvrir la ligne de Togo 2000, supprimée en temps par marque de bus, et la ligne de Kégué. Voilà les 3 lignes qui seront rapidement ouvertes. Et puis, en regardant un peu plus près le réseau de la Sotral, vous allez vous rendre compte que ce sont des lignes radiales qui desservent le quartier d'Adaoulato, le quartier commercial et la zone du port. Il nous manque des lignes transversales qui permettent de faire des correspondances. Donc nous avons prévu l'ouverture d'au moins 2 lignes transversales sur le réseau du Grand Lomé. Ce sont des bus qui servent à rouler également sur réseau bitumé, voirie bitumée en bon état. Et en fin de ligne, sur certaines lignes de la Sotral, on constate que nous quittons la voirie bitumée
Pour la voie en terre, ces autobus savent rouler sur les deux types de voiries. C'est en 2008 que ce projet de transport urbain a pris forme. À l'horizon 2025, la société se veut plus moderne et plus apte à satisfaire les besoins des populations. Hors de nos frontières, un différend oppose depuis lundi dernier Bamako et Copenhague sur la présence de soldats danois sur le sol malien. Lundi, le gouvernement de transition du Mali a exigé le départ du contingent danois de la force antiterroriste Takuba. Bamako accuse ainsi les Danois d'avoir procédé à ce déploiement sans son consentement. Les autorités maliennes ont exigé le départ immédiat de soldats danois tout juste arrivés. Récemment, le Danemark a déployé le contingent d'une centaine d'hommes au Mali pour participer à Takuba, une task force pilotée par la France pour accompagner les soldats maliens face aux djihadistes. Nous avons dit aux Danois, si vous voulez venir au Mali, c'est un accord entre les Danois et les Maliens. Nous n'accepterons plus que des gens viennent dans notre pays. Surtout quand ils disent qu'ils vont mettre en place une force d'interposition. Pourquoi viennent-ils? Est-ce pour préparer quelque chose contre notre pays? Bamako affirme que le déploiement est intervenu sans son consentement. Pourtant, le ministre danois des Affaires étrangères prétend disposer d'une invitation claire du gouvernement de transition. Plus personne ne viendra ici par procuration. C'était le cas avant, mais maintenant c'est fini. Cela n'arrivera plus sous l'autorité d'Assimi Goïta. Si quelqu'un doit venir au Mali, nous nous mettrons d'accord sur la raison de votre venue. L'existence de la force Takuba inaugurée en mars 2020 par la France semble menacée, d'autant plus que son bilan en 9 ans d'intervention dans la zone dite des 3 frontières est loin d'être satisfaisant. La tempête Anna qui s'est abattue sur Madagascar en fin de semaine dernière a gagné l'est du continent africain depuis lundi. Le Malawi et le Mozambique ont été touchés et le bilan s'est alourdi à une 50aine de morts. La capitale de Madagascar méconnaissable, des quartiers entiers inondés à perte de vue. La tempête tropicale Anna a frappé Tananarive durant le week-end, provoquant le débordement des rivières et des glissements de terrain. La catastrophe, survenue après déjà des jours de fortes pluies dans le pays, a causé la mort de près de 40 personnes et laissé 65 000 sans-abri. On demande de l'aide. On ne peut pas vivre à la maison car c'est inondé. Et une partie de la maison s'est effondrée. Si on part d'ici, on n'a nulle part où aller et habiter. Notre maison est inondée. Ça a été inondé 2 fois, mais cette fois-ci, on était obligé de partir car tous les matelas sont mouillés. Et notre bébé est tombé malade. On n'avait pas de maison, on était obligé de venir ici. Les fortes pluies ont aussi frappé le Mozambique. Selon les autorités, 500 000 personnes sont affectées par la tempête. Au Malawi voisin, au moins 4 personnes sont décédées. Face à la montée des eaux, les générateurs ont dû être coupés, privant d'électricité la majorité du pays. Pour cuisiner, les habitants se sont mis à acheter du charbon. De nombreux travailleurs sont affectés par cette coupure, comme cet entrepreneur. Je suis venu ici pour faire réparer mon générateur. Peut-être que lorsque le générateur sera réparé, je pourrai travailler et gagner de l'argent. Je demande le rétablissement du courant le plus rapidement possible. La saison des pluies se termine fin mars. Plusieurs cyclones pourraient encore toucher la région d'ici là, selon les spécialistes météo. Des phénomènes dus au changement climatique et au Togo, justement, les femmes sont appelées à s'impliquer davantage dans la lutte contre ces phénomènes. Et l'idée vient de la cellule focale genre du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui a formé ainsi le personnel féminin du corps des agents des eaux et forêts. Voyons cela avec Sandra Aziakbi. Ces agents féminins des eaux et forêts ont pour rôle la protection de la faune et la flore. Elles reçoivent des notions sur les questions de l'équité et du genre. Ceci pour rompre avec les lourdeurs liées à leur statut de femme. C'est une formation très capitale pour nous en tant que femmes, de renforcer nos capacités dans le domaine de la surveillance, de la protection de l'environnement que nous menons déjà et des contrôles
que nous menons aussi sur le terrain. Quand on parle de eaux et forêts, vous comprenez que c'est des agents formés qui sont assujettis à un certain nombre d'activités, qui demandent qu'elle puisse s'éloigner de sa famille, qu'elle puisse vraiment même passer 2-3 jours dans une aire protégée. Mais comment concilier cette activité à sa vie de femme au foyer? Donc il est important de leur rappeler des principes sur lesquels ces femmes devaient pouvoir fonctionner et les aider à pouvoir tirer leur épingle du jeu. La question de l'équité et l'égalité du genre est considérée comme un moyen de bâtir une société viable, juste et développée. Les sujets abordés à cette rencontre tournent autour de la conciliation, vie familiale et professionnelle et la maîtrise de la notion du genre. L'occasion leur permet également de prendre connaissance des grands axes de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Cette question à présent, que savons-nous des populations du Grand Bay? Pas grand-chose sûrement. Eh bien, les responsables du comité de développement de la zone de Bay ont essayé de remédier à la situation. Ils ont recueilli des informations utiles auprès des chefs et leaders communautaires dans un document de 303 pages intitulé « Histoire et peuplement du Grand Bay et ses croyances religieuses ». Et l'ouvrage a été présenté à la population cette semaine. Le compte rendu, où allons à la découverte justement de cet ouvrage avec Solange Amandé et Yata Arate. Une forêt giboyeuse qui a servi de lieu de refuge d'une communauté sur la première de couverture. Une image qui en dit long sur un peuple, le peuple Bay. Bay qui signifie cachette. Ce peuple arrive sur la côte atlantique à la suite de l'exode du peuple Ewe sous la conduite de Toby Ditri, raconte la tradition. Une histoire relayée dans cet ouvrage collectif, Histoire et peuplement du Grand Bay et ses croyances religieuses. Depuis l'installation de ce peuple, au début du XVIIe siècle, vers l'an 1630, jusqu'à ce jour, on n'a remarqué aucun écrit substantiel n'est consacré à cette communauté. C'est ça qui a poussé le comité de développement de la zone de Bay à mettre sur pied un comité ad hoc pour aller visiter tous nos quartiers originels. Nous avons visité sur la base d'un questionnaire précis. Quand est-ce que vous êtes venus? Qui seraient les premiers? Pourquoi on appelle ton village, ton quartier, tel nom? Comment tu peux expliquer ça? Ces recherches expliquent les noms donnés aux différents quartiers de Bay, fournissent des détails sur le sens des cérémonies et autres manifestations observées. Un chef-d'œuvre pour chercheurs, étudiants et acteurs de développement. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et cet ouvrage est venu nous éclairer pour enseigner surtout aux générations futures ce que nous sommes. Et je crois que c'est de notre devoir maintenant de vulgariser, de partager et d'insister pour que chaque fils de Bay, ce qui est dans ce livre, qui est en train de tracer toute notre histoire. Il faut commencer un jour. Ce que nous appelons aujourd'hui Grand Lomé, originellement, est constitué des peuples Bay, Aflaou et Agouagnou. Aujourd'hui, c'est le peuple Bay qui a marqué le premier pas. Et les autres communautés que nous sommes, nous allons nous inspirer de ce travail pour également voir ce que nous pouvons apporter à la génération actuelle sur l'histoire des autres communautés. Publié aux éditions Aldus, ce document de 303 pages, en version livre d'histoire, est élaboré dans une approche participative. Il comporte 5 parties essentielles. Les directeurs techniques des fédérations sportives du Togo sont en session de formation à Lomé. Il est question de leur permettre de mieux remplir leur mission de pont entre les différents volets d'une organisation sportive. Le compte rendu avec Aflim Johnson. Composante clé de l'organigramme d'une entité sportive, le directeur technique est la cheville ouvrière
en matière de planification et d'exécution de toute politique sportive, la méconnaissance de leurs missions et attributions, ainsi que les défaillances souvent constatées dans le choix de ces acteurs pourtant incontournables, constituent des goulots d'étranglement pour l'optimisation des résultats sportifs. Ministère de tutelle et fédération ont à cœur de rectifier le tir. Cet atelier de renforcement de capacité concerne les directeurs techniques nationaux des différentes fédérations sportives du Togo. En principe, un directeur technique doit être un entraîneur de très haut niveau, choisi parmi les coachs. Nous allons parler aussi des relations entre le directeur technique et les autres membres de toutes les parties prenantes de la fédération. Et nous allons terminer par une communication entre les expériences, le vécu des DTN. Le présent atelier de formation intervient dans le contexte des actions mises en œuvre par le ministère en charge des sports, conformément à la nouvelle politique sportive du Togo. Au sortir de ce séminaire, les DTN doivent être outillés sur les relations entre non seulement les institutions fédérales et le ministère, les relations qu'ils doivent entretenir entre eux et les entraîneurs. Vous savez qu'au niveau des instances internationales, il y a aussi des modifications au niveau des aspects techniques, tactiques et psychologiques. Donc il fallait quand même leur apporter ces informations pour qu'ils puissent mener à bien leur séance d'entraînement et conduire à bien et nous faire sortir bientôt les champions. La direction technique constitue le pont entre les volets techniques, administratifs et juridiques de toute organisation sportive. Le Togo, dit-on ici, pose les jalons de son rayonnement à travers le sport en se dotant de techniciens aguerris, ceux qui vont fabriquer et polir les futurs champions. Sport toujours, mais cette fois hors de la salle de formation avec les échos de la CAN avec la journée des prolongations ce mercredi. L'Égypte gagne son quitus pour les quarts de finale en battant à la Côte d'Ivoire lors de la séance de tir au but. Scénario similaire entre le Mali et la Guinée équatoriale qui se qualifient également pour les quarts de finale. Demain jeudi et vendredi, pause sur les pelouses camerounaises et rendez-vous le samedi pour les premiers matchs de quart de finale. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.